Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur la Vie Conseil TV. Donc, la pisciculture à l'ordre du jour aujourd'hui, nous avons comme invité M. Youssoufou Morou, qui est secrétaire général de l'association nigérienne des acteurs de la pisciculture. Nous avons également M. Bello Sido, qui est promoteur de l'entreprise Sotra, qui est spécialisée dans la production, la collecte, la transformation et la commercialisation des poissons de pêche et de ferme. Il est également coordinateur de l'association des jeunes acteurs de la filière pêche. J'ai également sur ma gauche M. Souleymane Ousmane, qui est producteur agricole aussi et conseiller agricole du réseau des chambres d'agriculture du Niger. Chers messieurs, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Merci. Et donc pour commencer, nous allons vous demander en pisciculture qu'est-ce qu'une ferme piscicole et comment elle fonctionne. En plus de cela, quelles sont les espèces de poissons piscicultivables que nous avons au Niger? Merci, M. Souleymane. Tout d'abord, la principale activité ici qu'on a, qui est la pisciculture, consiste d'abord à élever des poissons, de leur état d'élevage jusqu'à leur état de maturité. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de normes qu'il faut respecter et un sacrifice énorme que le fermier doit s'attendre à ça. D'autres sont d'ordre naturel et d'autres aussi sont d'ordre financier. Or, il s'agit là d'une chaîne qu'il faut suivre tout au long de la production, du développement de ces poissons-là, jusqu'à leur maturité, jusqu'au poisson marchand, qui est standardement ici de 500 grammes. Okay. Les plus prisés ici au Niger sont le tilapia et silure aussi. Okay. Et ces trucs-là sont élevés, ces éleveurs-là d'abord, qu'il faut le dire, sont élevés dans des bassins. Donc il faut vraiment, pour le fermier, il faut vraiment une maîtrise absolue d'abord de l'eau. Okay. Okay. Il faut nécessaire en quantité, en qualité aussi. Okay. Parce que l'eau de la pompe n'est pas valable pour les trucs là. Okay. Ouais. Ah, donc si je comprends, l'eau de la SLE, on ne peut pas faire de la non, elle n'est pas du tout appropriée. Okay. Aujourd'hui, de nos jours, même pour nous, les êtres humains dotés d'esprit, qu'on peut véhiculer ça. Souvent, les gens sont un peu réticents. Ils préfèrent prendre les eaux de forage pour pouvoir... les gens l'utilisent maintenant plus ou moins sur 10 foyers, ménages par an, voire peut-être, faute de moyens. Les 5 préfèrent utiliser l'eau de source Piawata communale, mais l'eau de la Seine, de la nationale d'eau du Niger, est destinée pour la lessive et seulement laver certaines choses. Okay. Monsieur Bello Sido, vous pouvez nous ajouter quelque chose par rapport à cette question? Alors, la pisciculture, comme il a eu à le définir, c'est tout simplement en fait, l'élevage du poisson. Ça peut être dans une eau, en tout cas, qu'on appelle eau douce, ou alors eau marine. Okay. Pour ceux qui nous concernent ici, on va plutôt parler de la pisciculture en eau douce. Pour ce faire, en fait, ici, nous avons principalement 2 espèces qui sont le plus rencontrées, en tout cas, au niveau de notre pays. Il s'agit, comme il a eu à le dire, donc le tilapia, que les gens appellent communément carpe, ou alors les silures ou le Clavias gallipulus. Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents systèmes en fait, de production au niveau de la pisciculture, qui sont fonction donc de l'intensification qu'on a fait. Vous allez trouver généralement, en tout cas, une pisciculture qui est dite extensive. C'est une pisciculture qui se fait en tout cas en étang. Les étangs, c'est tout simplement des trous, en fait, on va dire, qui sont faits à partir de la terre et dans lequel en fait on élève des poissons. Dans ces retenues d'eau-là, on ne fait pas ce qu'on appelle en fait un apport d'aliments extérieur. Donc on préférera ici en fait fertiliser et laisser en fait la nature en fait alimenter les donc le développement du phytoplancton va servir à l'alimentation des poissons. Donc c'est un processus qui est fait naturellement.
C'est un processus qui se fait naturellement. Parler de fertiliser, c'est quoi? De fertiliser, dedans, c'est quoi? on met de l'engrais, du compost, toute substance en tout cas qui va permettre de développer ce qu'on appelle les algues et les phytoplanctons. C'est ces phytoplanctons-là qui vont plutôt servir d'alimentation à ces poissons. Ça, c'est le premier degré donc, de pisciculture. Le deuxième degré, c'est le système semi-intensif, où on a à la fois la fertilisation et un apport en fait, d'alimentation et de compléments. Et là, en fait, ce qui va différencier ces systèmes-là, c'est le résultat qui sera en fait, obtenu à la fin de la pisciculture. Naturellement, quand il n'y a pas d'apport d'alimentation extérieure, il y aura moins de résultats à la fin que quand il y aura un apport d'alimentation. Le troisième degré du système, en tout cas d'intensification, c'est le système intensif. Ici, on va préférer en tout cas apporter la totalité de l'alimentation qui va servir donc d'aliments d'entretien et puis de réserve pour vraiment en fait servir aux poissons en tout cas de prendre du poids. Ça sera un système qui sera beaucoup plus rapide que les deux précédents et qui sera beaucoup plus productif que les deux précédents effectivement. Donc voilà les trois systèmes qu'on trouve ici au niveau de notre pays. Ok, d'accord. Merci, monsieur. Donc, à résumer, comme l'ont expliqué monsieur Issouf et monsieur Bello, la pisciculture peut être définie tout simplement comme une activité qui consiste à élever des poissons. Donc, elle peut se faire dans un système extensif où l'apport en nutriments est faible. Donc, il va suffire de fertiliser et puis le développement de phytoplancton va permettre d'alimenter les poissons. Ou en mode intensif où l'apport du nutriment est complètement assuré. Dans ce cas, on peut avoir une croissance plus rapide aussi et également avoir un rendement plus grand parce qu'on a un nombre à élever beaucoup plus par rapport au la prise de biomasse est beaucoup plus, elle est plus importante. Ok, d'accord. Et comme vous l'avez dit, les espèces qu'on trouve le plus souvent chez nous en pisciculture, c'est le tilapia et le clarias. Le tilapia qu'on appelle en langue locale jarma, en Hausa on dit voilà, et puis les sinou, on dit ici, en Hausa on dit bakinki. Voilà, donc, mais j'ai une question pertinente. Selon vous, il y a un poisson que je vois sur le marché qui est très prisé, me l'atteste le capitaine. Je ne sais pas. Pourquoi on ne Voilà, ce poisson-là a des contraintes énormes et jaloux. Il est jaloux. C'est un ravageur. Il peut manger l'ensemble de votre biomasse que vous pensez pouvoir être là. Donc si je comprends, je ne peux pas faire une association, je mets tilapia et puis je mets... Non, il va les dévorer tous. Et ça, il y a même un adage qui dit Hami Sudumei Payenge Charma. Donc lui, il lui faut aussi un grand espace pour pouvoir s'épanouir et autres là. Mais on peut l'élever. On peut l'élever, mais ça, pour quand? C'est ça. Pour avoir un revenu quand? C'est ça. Pour manger quand? Alors qu'ici, dans le fleuve, il y a une tendance que les études sont en train de démontrer que le poisson est de plus en plus rare. Et donc, pour cela, il faut pallier ce truc-là par ce manque-là avec la pisciculture. Ça permet de compenser. Et autres. Donc, on ne peut pas vraiment, pour une bonne gestion de votre ferme, il n'est pas idéal, ça dépend de la personne, il n'est pas idéal de mélanger vraiment le capitaine là, plus connu sous le nom de capitaine, carpe et truc qu'on connaît. Alors, pour ma part, je vais reprendre en deux périodes. Déjà, je dirais, oui, c'est possible de lever de la fesse. Mais ça dépend vraiment en fait de la finalité qu'on veut en fait donner à cet élevage-là. Déjà, comme on avait eu à le dire tantôt, pour ceux qui sont en élevage extensif ou en polyculture,
ceux qui vont, par exemple, en fait, avoir des marques, des retenues d'eau, ils peuvent très bien en fait mélanger plusieurs espèces et mettre quelques capitaines dedans pour en fait contrôler la biomasse. L'effectif. Voilà. Vu que c'est des carnivores. C'est un carnivore. Donc ça permet de gérer effectivement la biomasse. Effectivement, oui. Mais là, il suffit en fait, il va falloir en fait savoir combien de la test est-ce qu'on va introduire dans le milieu pour pas qu'il soit plus important et qui au final en fait va s'il y a plus de prédateurs que de proies, ils finissent plus facilement avec la population. Donc, et les calculs seront faussés, effectivement. Pour vraiment maîtriser la biomasse, notamment en fait quand on élève la carpe ou bien le tilapia, c'est une espèce qui est très productive, qui est très en fait qui se reproduit très rapidement. Donc si on introduit par exemple un latex dans le système où on a des carpes, en fait ça va nous permettre de maîtriser le développement et l'envahissement en fait de ces systèmes-là. Et là c'est vraiment pour ceux qui sont en production extensive. Maintenant, il y a un autre système qu'on trouve, qu'on doit aussi en fait évoquer ici. C'est que vous allez de plus en plus, malheureusement qui ne s'est pas très développé ici, mais c'est des initiatives qui sont souvent portées par le gouvernement ou bien par des partenaires des pêcheurs. Vous allez par exemple des grandes mares ou alors des barrages qui sont empoisonnés. Et au niveau de ces empoisonnements, là vous allez trouver toutes ces espèces-là qui sont introduites au niveau de l'empoisonnement. Justement de cette retenue d'eau. Et c'est le même principe qui va s'appliquer. Introduire des prédateurs et des proies, afin qu'au final, on ait les deux dans le même environnement. Oui. Surtout qu'on comprend que c'est une chaîne, quoi. C'est une chaîne, et quand l'un n'est pas là, ça fausse la survie de l'autre. Exactement. Alors oui, c'est possible de l'élever, mais il est beaucoup plus exigeant en matière, en tout cas, d'entretien, de suivi et tout ça. Parce que moi, à ma connaissance, je connais personne qui fait exclusivement du latex. Oui, effectivement. D'un côté, parce que c'est plus coûteux. C'est un carnassien, c'est un poisson qui préfère en fait chasser sa proie. Donc du coup, lui donner une alimentation artificielle, ça sera beaucoup plus difficile pour lui de l'accepter. C'est pour ça qu'on préfère en tout cas l'introduire dans un système où il y a déjà des poissons qui sont là. Il peut chasser et puis... il suit son instinct de prédation. Et puis répondre à ça. Effectivement, je trouve, c'est maintenant je comprends effectivement cette problématique. Parce que bon, tout le monde se demande pourquoi on n'élève pas le capitaine. C'est le poisson le plus cher sur le marché. Le plus prisé, le plus cher sur le marché. Moi, j'ai juste une question très simple. Je veux investir en pisciculture, je fais comment? Parce que là, l'une des difficultés qu'on a, on ne sait pas comment faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer en pisciculture, pas plus tard que ce matin, parce que effectivement, comme je travaille au RECA, on fait du conseil agricole aux promoteurs agricoles. Il y a un promoteur qui m'appelle, il me dit, bon, je veux me lancer en pisciculture. Comment je fais? Quelles sont les étapes? Comment je choisis mon site? Je sais pas, de manière un peu technique. Comment je fais? Donc si je comprends ce que veut dire M. Suleiman, aujourd'hui, pourquoi vraiment il faut investir dans la pisciculture? Cette activité-là, pourquoi il faut investir? Surtout au Niger. Et quels sont les impacts économiques d'abord, mais aussi est-ce qu'il y a des impacts sociaux que ça joue, selon vous, chers amis? Bon, d'abord, par rapport aux critères que j'aimerais répondre d'abord, il faut d'abord savoir que vous êtes en train de promouvoir un projet. La pisciculture. Primo, il vous faut un terrain accessible, non loin des habitations. Deuxièmement, il faut aussi la maîtrise de l'eau qui est très importante. Savoir quel genre de pisciculture vous voulez faire. Déjà définir le modèle. Quel genre de bassin vous voulez faire dans votre ferme. Et maintenant, quel est d'abord le nombre de bassins que vous voulez démarrer? Parce qu'il ne sera rien d'aller avoir 5 bassins
que vous ne pouvez pas ultérieurement maîtriser. Ouais. C'est un investissement vraiment qui risque d'aller à la ruine. Ah oui, ah oui. Parce qu'il y a l'entretien. Il y a l'entretien et autres. Il y a le coût de l'empoisonnement. Voilà. Le coût même de leur consommation, tout ça. Voilà. Il faut calculer. Donc vraiment, de ce point de vue, ce sont des stratégies qu'il faut mettre, que vous voulez mettre d'abord en place d'abord. Quel est le nombre, je suggère, commencer petit pour devenir grand. Effectivement. C'est très important. C'est très important. C'est ainsi, Monsieur Bello, alors, selon vous, c'est-à-dire, pourquoi il faut investir Pourquoi investir dans la pisciculture? Alors, il faut juste se poser cette question. Aujourd'hui, quand on voit en fait le secteur du poisson, je parle du poisson de manière générale, ça soit le poisson de pêche ou bien de fer. Effectivement, vous allez vous rendre compte d'une réalité qui est là. C'est qu'aujourd'hui, les réserves sont de plus en plus épuisées. Ouais. En raison de sous-pêche et d'autres aléas climatiques. Il y a toujours des conflits qui se créent autour de cette ressource. Et tout récemment, la pisciculture vient de franchir le cap, en tout cas de plus de 50% de taux de production de poissons à travers le monde. Aujourd'hui au Niger, nous tournons autour de 40 000 tonnes par an. En termes de production. En termes de production nationale. Ça inclut la pisciculture, la pêche et puis l'importation. Alors, au niveau de la pêche par exemple, on a de moins en moins de ressources parce que tout simplement au niveau du fleuve, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de facteurs. Il y a l'ensablement du fleuve, il y a la surface pratique, tout à fait, il y a les plantes envahissantes. Et également, vous allez vous rendre compte que les zones de pêche sont de plus en plus en fait isolées, soit en raison d'insécurité, soit en raison en tout cas de tout simplement qu'il n'y a pas de route accessible pour Aujourd'hui, la meilleure solution, c'est en fait d'investir dans la pisciculture. Parce que tout simplement, on peut maîtriser cette production-là. On peut soit la faire comme l'a dit M. Youssou, à côté de chez soi. De chez soi. Chez soi-même, parce que c'est possible, oui. Ou alors tout simplement dans un environnement qu'on peut très facilement utiliser. Ça, c'est des raisons pour lesquelles en fait, on peut vraiment aller vers la pisciculture. Tout à fait. Autre chose, c'est que la pisciculture, elle est rentable. Oui, elle est rentable. À condition bien sûr de maîtriser justement l'activité. Effectivement. Ce qui m'amène à répondre à la deuxième question. Oui, l'impact social et économique. Comment démarrer? Comment bien démarrer? Tout à fait. Monsieur Soufaï a le dire, pour vraiment en fait bien se lancer dans la pisciculture, il faut déjà en fait se former. Parce qu'on ne peut pas en fait aujourd'hui se lancer dans une activité de production sans pour autant savoir les béabas en fait, sans pour autant connaître les béabas de l'activité. Oui. Tout à fait. Monsieur Bello, sans vous interrompre, vous parlez de formation. Peut-être que vous pouvez amener un peu de précision. Je ne sais pas au Niger s'il y a des centres spécialisés ou des écoles ou quelque part. Je parle d'un système peut-être qui n'est pas forcément adressé à des élèves, mais peut-être à des agri-entrepreneurs comme moi qui ont peur de la pisciculture. Alors, ça, vous pouvez arriver. Voilà. Bien sûr. En fait, il y a vraiment des centres de formation. À commencer soit au niveau universitaire, au niveau des lycées et même des enseignements non formels. C'est-à-dire pour des gens non instruits, effectivement, en langue locale carrément, on peut le faire. Effectivement. Et là, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Soit c'est les universités, comme je l'ai dit, ou alors c'est l'État à travers le lycée, ou alors les autres partenaires, soit les ONG et d'autres projets en tout cas de développement, qui accompagnent des jeunes ou bien des producteurs dans ce sens-là. Il y a la formation qui est là. Mais malheureusement, il faut le déplorer, c'est qu'il y a beaucoup qui se lancent dans la pisciculture sans pour autant passer par cette étape. Effectivement. Et généralement, ils sortent dessus de l'activité parce que tout simplement, ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas l'activité. C'est une activité assez délicate qui pas accompagnée. Moi, Bello, ce que tu dis, je suis d'accord que effectivement, le cursus classique forme des élèves, des étudiants. Mais je veux bien préciser ma question en demandant, par exemple, pour un entrepreneur, comme tu dis, mais si je veux faire de la pisciculture, je te prends par exemple l'exemple de l'agriculture que je connais très bien. Il y a pas mal de jeunes qui sont là, qui ont
des entreprises qui ont des startups qui font de la formation. Par exemple, tu vois, il y a beaucoup qui font de la formation avec vraiment accessible. Mais dans la pisciculture, je sens un manque, surtout dans ce de formation. Alors, c'est vrai parce que bon, il faut se le dire en fait, l'activité de la pisciculture, c'est une vieille activité et nouvelle en même temps chez nous. Il y a eu un hub au niveau des années 80 jusqu'à 2000. Malheureusement, en fait, les gens se sont un peu désintéressés de l'activité. Mais ce dernier temps, vous allez voir qu'il y a des gens qui s'intéressent de plus en plus à l'activité. Et pour le moment, on est en train vraiment d'aller vers la professionnalisation. Parce que dans le temps, c'était plutôt une pisciculture du type de subsistance ou bien de loisirs. Aujourd'hui, c'est des acteurs qui sont beaucoup plus intéressés par le côté commercial et business de l'activité. Ils ne sont pas beaucoup, mais il y a des gens qui font des formations. Je sais que même que cette semaine, il y aura un partenaire qui va former des gens dans ce sens-là. Il y a des entreprises, il y a des centres incubateurs qui forment des gens dans l'activité de la pisciculture et de manière pratique. Je vais augmenter un peu, appuyer encore, amener un peu le sujet là-dessus. Tout à fait, c'est une activité. Ce concept-là de projet piscicole nécessite vraiment une acquisition vraiment de connaissances et d'appui conseil. Donc il faut se référer à un spécialiste. Dieu merci, l'État en a. Au niveau du ministère de l'Environnement, il y a des forestiers qui sont là, il y a même une direction. La pêche aquaculture. Merci, il y a même une direction et autres là. Et aussi dans le secteur privé, il y a aussi par coup de téléphone, vous pouvez appeler un ami qui a des connaissances, il peut vous épauler. Il y a aussi des écoles actuellement aussi qui forment des gens comme le lycée professionnel, l'AMI, et aussi qui est là par rapport à ça. Et tout récemment, c'était, je crois, en 2022, à travers le ministère de l'Insertion de la Formation professionnelle, ils ont eu à élaborer même des guides qui seront bientôt vulgarisés et autres là. Parce qu'ils ont compris que c'est un métier qui est promoteur d'avenir et autres. Donc, ils ont élaboré ça au niveau avec l'IPEDOR de Colo et de pisciculteurs, de formateurs aussi, pour pouvoir dégager des trucs là. Et ça, on les appelle, ils ont clarifié ça par CQP, 1, 2 jusqu'à 3. Donc, vraiment, à défaut, pour initier les gens, et autres là, il suffit souvent pour les pisciculteurs de votre gardien de ferme, parce que c'est très difficile que le fermier, le principal responsable, soit sur le terrain de façon permanente. Il est obligé d'intercaler de mettre 48 heures ou 24 heures avant de venir. Donc, il faut former cette personne-là, ces techniciens-là. Il faut qu'ils sachent distinguer entre la couleur de l'eau et le mouvement aussi des poissons. Leur comportement dit beaucoup de choses. Et donc, c'est pour cela que je dirais que c'est un secteur qui est très... donc, il faut un contrôle. Parce qu'on joue sur la sécurité alimentaire aussi. Effectivement. Voilà, parlant de la sécurité alimentaire, vous qui êtes expérimenté avec pas mal d'années dans la pisciculture, selon vous, on prend des années antérieures, prenons par exemple 20 ans, 30 ans en arrière, comparé à actuellement, que pensez-vous de l'évolution de la pisciculture au Niger? Est-ce qu'il y a eu des avancées vraiment? Ça s'est senti? Ça se sent actuellement parce que j'ai eu la chance de visiter plusieurs sites aujourd'hui qui sont aussi, parce que la pisciculture seule a démontré qu'il y a une limite. Parce que un fermier, c'est très difficile pour lui de patienter jusqu'à 6 mois pour commencer à vendre. Tout à fait. À vendre le poisson. Donc, d'autres ont combiné à travers notre association, on a eu à conseiller des gens de faire des bassins hors sol. Qui permettra avec l'eau, parce que si le fermier, la ferme, a de l'eau en permanence, surtout en permanence, il y a soit une mare à côté ou bien un forage à côté,
de changer au moins chaque 2 semaines l'eau là. Et cette eau-là sera réorientée pour alimenter, pour arroser les plantes. Donc, par exemple, comme vous avez un terrain qui a à côté des bassins du moringa. Aujourd'hui, le moringa est très prisé. Partout dans les assiettes, il y en a ça. Donc, je pense qu'à l'espace de chaque 15 jours, ça vous permettra aussi de vendre pour payer et d'abord le gardien et vous-même votre transport. Parce que c'est des coûts. La provende aussi. Il y a la provende aussi. Si vous ne fabriquez pas sur le terrain, vous êtes obligé d'aller voir quelqu'un, un acteur aussi de la chaîne, pour pouvoir aller payer la provende aussi. Effectivement. Donc, avec ça, vraiment, il y a même des gens qui se sont regroupés pour faire des associations qui interviennent dans l'aquaculture aussi, des agro-aquaculteurs aussi. Donc, je peux dire que vraiment, il y a eu de l'évolution. Il y a eu de l'évolution et l'impact un peu vraiment information là. C'est vrai, le terrain fait défaut et autres là. Et surtout quand une personne veut se lancer dans la pisciculture là, qui mesure le pour et le contre. D'abord de la distance. Oui. Entre son domicile et son exploitation. Et son exploitation. Parce que c'est vrai, le carburant coûte cher. Merci, tout récemment, c'est vrai, on a eu une diminution. On souhaite encore que ça soit encore plus bas. Le souhaite. C'est significatif. Il ne faut pas se jeter vraiment. C'est pour cela qu'on dit toujours, fais d'abord un budget d'abord. Tout à fait. Avant de se lancer. Un business plan et autres là. Tu sais ce que tu as investi dedans. Parlant de cela, cher monsieur, donc j'aimerais savoir si j'ai un projet piscicole, quelles sont les étapes. Bon, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais un peu appuyer ce qu'il a dit. Appuyer ce qu'il a dit. Ok, allez-y. Alors, la question c'était de savoir s'il y a vraiment eu une évolution. Oui, tout à fait. Alors, moi je dirais qu'il y a eu une évolution parce que tout simplement par le passé, les premières initiatives piscicoles étaient adressées à des gens qui ne s'intéressent pas forcément à la pisciculture. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le premier projet de la vulgarisation de la pisciculture s'adressait à des pêcheurs. Un pêcheur n'est pas forcément un pisciculteur. Tout à fait, tout à fait. La finalité n'est pas du tout la même. Effectivement. Un pêcheur, c'est quelqu'un qui va aujourd'hui... C'est un chercheur de poissons. Donc, il n'est pas forcément en fait à même de comprendre cette problématique d'élever un poisson pendant X mois. Effectivement. Et d'attendre tout cet temps-là pour pouvoir vraiment rentabiliser. Voilà pourquoi en fait les initiatives dans le passé ont échoué. Aujourd'hui, Dieu merci, c'est des entrepreneurs. C'est des gens qui ont quand même un certain niveau, qui se sont en tout cas intéressés, qui sont intéressés à cette activité-là. Et aujourd'hui, Dieu merci, vraiment, ils se sont appropriés cette activité et on voit de plus en plus des gens qui investissent à hauteur des milliards dans cette activité. Il y a vraiment de l'évolution. Quand un homme a confiance à un secteur jusqu'à investir 1 milliard, je pense vraiment qu'il y a de l'évolution. Parlant de ce que je voulais vous demander tout à l'heure, je voulais savoir, par exemple, si j'ai un projet piscicole, quelles sont les différentes étapes à faire, les étapes clés pour aboutir au poisson marchand. Ou bien, avant même le poisson marchand, quelles sont les étapes à faire pour aboutir à l'installation de ma ferme piscicole avec mes poissons dans mon bassin. Et par rapport à ceci, d'abord, vous en tant que futur promoteur, vous devez savoir d'abord quel genre de poisson d'abord je vais élever. Voilà, donc étape 1, je choisis l'espèce à élever. Merci. Parce que vous pouvez vous-même créer votre propre outil d'information quantifié et autres là. Ne serait-ce que vous pouvez partir au marché et contrôler, voir quel est le truc que les gens préfèrent le plus acheter. L'espèce qui est la plus demandée sur le marché. Est-ce que ce n'est pas la même personne encore qui va revenir encore demander? Parce qu'il faut faire des choses que tout le monde ait cette bourse-là pour venir payer. Tout à fait.
Tout à fait. Donc, si je comprends un peu, c'est une étude du marché, l'étape préalable. Voilà. On va aller voir sur le marché quelle est l'espèce de poisson qui est la plus demandée et moi venir, à partir de ces informations-là, me fixer l'espèce à élever. Alors, pas seulement. Il faut faire une étude du marché, effectivement, savoir quelle est l'espèce la plus consommée. Tout à l'heure, on avait parlé de la tesse. Oui, la tesse, elle est très prisée, en tout cas au niveau de mon marché. Surtout en zone urbaine. C'est aussi une autre question. Est-ce que je peux l'élever? Justement. Parce que si un poisson est très demandé, et que nous, par exemple, au niveau de notre ferme, nous n'avons pas les technologies et les compétences nécessaires pour élever ce poisson-là en particulier. Mais alors, est-ce qu'on peut vraiment se hasarder à se lancer dans cette activité? Autre chose, c'est la disponibilité, en tout cas, des éleveurs, de la semence. Est-ce que, même si le poisson est demandé, est-ce qu'on a la semence pour justement élever ce type de poisson? Ce type de poisson-là. Et à quel coût on peut l'avoir? S'il s'agit aussi de l'importer d'ailleurs. L'exemple des poissons qui sont du type, en tout cas, siluriforme, que nous appelons par exemple les guiguilis, qui prennent beaucoup plus de temps, en tout cas en élevage, et que lui, le pisciculteur, étant un acteur économique, il n'a pas cette patience-là de l'attendre que ça soit vraiment. Il faut choisir vraiment une espèce en fonction déjà de sa compétence, en fonction de sa disponibilité et en fonction aussi du marché de la demande. Effectivement. Aujourd'hui, pratiquement toutes ces espèces-là, ou bien ces deux espèces-là qu'on avait citées, le tilapia et la silure, sont demandées sur le marché. Effectivement. Maintenant, en fonction de notre business model, c'est de savoir à qui est-ce qu'on doit s'adresser. Parce que oui, le marché demande tel ou tel type de poisson. Mais moi-même, au niveau de ma ferme, quel est l'acteur que j'ai défini ou bien j'ai identifié pour justement en fait vendre ces poissons-là? Ok. Donc, en première étape, comme je l'ai dit, étude du marché, on a choisi l'espèce qu'il faut en fonction de plusieurs critères. Bien sûr, et surtout en croisant les critères, parce que effectivement, il faut faire cet agencement entre le plus rentable, le plus économique, le plus demandé, le moins consommateur, le plus résistant, avant de choisir l'espèce. Exactement. Maintenant, après cette étape, quelle est l'étape suivante? L'étape suivante, c'est d'abord le cadre de vie. Le cadre de vie de ces poissons. Ok. Les infrastructures. Quel genre d'infrastructure vous voulez faire? Vous pouvez avoir un terrain qui est argileux. Vous pouvez le faire aussi. Car l'argile. Oui, avec les étangs. Hein? Pourquoi l'argile? Oui, pourquoi l'argile? Parce que l'argile permet de garder de l'eau. Ça risque, il n'y a pas une infiltration de l'eau. Vous pouvez garder ça aussi pour faire le truc. Vous pouvez faire aussi des bassins. Il y a aussi, vous pouvez faire des étangs. Il y a des gens qui font même des étangs classifiés. Ok. C'est-à-dire, ils font. J'ai vu des comme des trous là, effectivement. Voilà, on met du plastique et autres. Je me pose des questions par rapport à tous ces trous. Il y a où les gens disent tu fais. Parce qu'effectivement, moi j'ai voulu me lancer, j'ai demandé, certains me disent tu fais des trous, comme tu as l'argile, certains me disent tu fais un plastique, certains me disent de construire un bassin, un matériel définitif. Bon, finalement, vous êtes expérimenté en termes de stratégie. Parce que nous, l'idée c'est vraiment de donner le bon conseil et la bonne stratégie aux gens pour qu'ils puissent réussir. On parle de business. Tout à fait. Tout à fait. Merci. Il y a une précision. Le terrain peut commander. Il commande toujours. Il commande toujours. Le terrain commande toujours. Vous pouvez avoir un terrain qui n'a pas d'argile. C'est du sable et autres là. Vous n'avez pas les moyens de faire un bassin en matériau définitif. Qu'est-ce qu'on appelle un matériau définitif? Un ciment et autres là. Un étang bétonné là. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Peut-être vous allez dire, bon, moi je vais faire un truc, un diamètre, un truc de 50 mètres carrés ou 100 mètres carrés.
Vous pouvez faire ça avec plastique en terre cuite, bien avec un niveau vraiment étanche, une étanchéité normale, que vous allez mettre du plastique. Et ce n'est pas n'importe quel genre de plastique qu'il faut mettre aussi. Il y a des plastiques. Il y a des voilà. Et idem aussi pour le plastique aussi, les bassins que vous voyez, il y a d'autres bassins que vous voyez qui sont, on appelle ça la biomembrane. Ok. Ouais. Et ça, le soleil, ils sont vraiment... Voilà, ça résiste au soleil. Le pays dans lequel nous vivons. Voilà. Donc c'est vraiment, pour le nouveau pisciculteur, le nouveau promoteur aussi, c'est très difficile d'acquérir ces trucs-là. Donc ils préfèrent passer par le truc-là. Souvent, du bassin plastifié, ils vont directement aussi au bassin hors sol. En ciment. En ciment. Oh, okay. Quand ils vont commencer et autres. Parce que l'aspect aussi, il faut jouer, ça joue sur le terrain. Quand vous avez un bassin à autre là, vous savez que vraiment maintenant, vous avez fini avec ce bassin-là. Je continue un peu devant, je fais un bassin hors sol. Maintenant, je sais qu'il y a hors sol et autre là. Et surtout, savoir la dimension que vous voulez. Pour pouvoir contenir votre biomasse. Okay. Il y a un certain nombre de... Vous pouvez faire 3 sur 5, 3 sur 4. Ça dépend de vous et de votre solde. Parce que vous allez me demander de vous le faire. Je le fais, je dis, bon, là, je vais vendre le terrain. Vous faites le terrain, je vous propose quel genre de truc il faut faire. Vous faites un devis, si vous êtes partant sur le devis, le gars commence à exécuter et autres là. Entre-temps, déjà, il y a le truc. Et il y a aussi une contrainte au moment du transport de ces sujets-là, de la forme, de votre, là où vous partez payer du fournisseur. Autre là. N'oubliez pas que le tilapia qu'on parle là, il nous faut aussi des moyens de transport idoines, tels que de l'oxygène pour les amener aussi, à des moments bien précis qu'il faut les transporter aussi. Ok, donc si je comprends bien, la conception des infrastructures, tout ça est lié également à l'espèce de poisson à élever, à votre distance entre votre approvisionnement en alevin et puis votre ferme. Tout à fait, tout à fait. Ok, donc, Chabello, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? En étape 2, c'est les infrastructures. Par rapport aux infrastructures, c'est vrai, en fait, on a dit que le terrain commande toujours. Mais là, on parle des personnes qui disposent d'un terrain peut-être à l'extérieur de leur ville. Ce qu'on a oublié, c'est des gens qui sont chez eux. Ils peuvent très bien faire la pisciculture aujourd'hui. À domicile. À domicile. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens qui disposent en tout cas d'un petit terrain qui peut être de 5 mètres carrés ou bien de 10 mètres carrés et placer un bac hors sol chez eux, à condition qu'ils aient par exemple un forage, ils peuvent très bien faire de la pisciculture chez eux. Et là, je vais surtout m'adresser en fait aux jeunes. C'est beaucoup moins cher, moins contraignant, en tout cas que d'aller dans un élevage de grande capacité. Ça va nous permettre, déjà de maîtriser, en tout cas, un petit cheptel. Tout à fait. D'apprendre à partir de ça. Effectivement, avec un petit budget. Et maintenant, au fur et à mesure qu'on expérimente, on peut vraiment en fait envisager d'aller à l'échelle. On peut très bien rester chez soi et faire la pisciculture. Oui. Okay. Donc, maintenant, si on prend première étape, on fait l'étude du marché, le choix de l'espèce. Deuxième étape, on est sur les infrastructures. Il faut que le promoteur arrive à choisir son infrastructure, comme l'a dit M. Issoufou, effectivement, en fonction de ses moyens. Voilà, en fonction de ses moyens et de son terrain. Voilà. Donc, maintenant, après cette étape, quelle est l'étape suivante? Je veux ajouter par rapport aux infrastructures, parce que je prends l'exemple par exemple de la volaille. L'élevage de volaille, il y a quand même des grilles, des statistiques qui sont là qui disent voilà le nombre minimum de volailles pour être économiquement rentable. Est-ce que c'est la même chose pour les poissons? Absolument, absolument. C'est la même chose. Parce qu'il faut de l'espace pour s'épanouir. Et éviter un risque de contagion.
Tout à fait. Et l'hygiène, il y a certaines hygiènes qu'il faut prendre. Il y a une densité. Il y a une densité. En fonction. Vous avez un terrain, un bassin de 4 sur 3. Vous pouvez mettre, au lieu de 250, vous mettez quelque chose de 500 là-dedans. Ouais. Dès qu'il y a une contamination, vous risquez de tout perdre. Ouais. Hein? Ouais. Donc, c'est pour cela que je disais tantôt qu'il faut vraiment un œil aigu chaque fois sur le cadre de vie de ces poissons-là. Il faut les observer. Il faut les observer. Donc, par exemple, moi, à la maison, si j'ai, disons, un bac, je mets mes poissons, même si j'ai, par exemple, 10 ou 20 poissons, à la fin, vous me rassurez que je peux gagner de l'argent. 10-20 poissons. Alors, la question c'était de savoir si, est-ce qu'il y a un minimum. Voilà, là, l'idée, c'est de se dire, ok, je veux faire du business. Mais par rapport à ce business, est-ce qu'il y a un minimum que je devrais investir pour pouvoir gagner quelque chose? Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, les premières expériences doivent être vraiment à titre d'expérimentation. Parce qu'on conseille toujours en fait d'aller vraiment à petite échelle. Mais à petite échelle, pas trop petite non plus. Ouais. Il faut qu'on ait un certain nombre d'échantillons qui sera peut-être significatif pour pouvoir vraiment faire un bon suivi. Normalement, on devrait élever minimum 300 sujets à 500. Moi, je me dis pour quelqu'un qui va commencer, c'est largement en fait significatif pour vraiment pouvoir bien suivre l'évolution de la chose. Maintenant, comme vous avez eu à le dire, effectivement, en fait, il y a une biomasse à respecter en fonction de l'intensification du système dans lequel on est. Plus on a un système intensif, plus on a tendance à mettre beaucoup plus d'alevage dans le système. Parce qu'il faut savoir, ces poissons-là vivent dans l'eau, c'est vrai, mais l'eau, en fait, c'est une eau qui est oxygénée. Parce que c'est de l'oxygène qu'ils ont besoin. Donc, plus on a de l'oxygène dans le système, plus on peut intensifier ce système-là. Justement, oui. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Donc, après cette étape de choix de l'infrastructure, on passe à quelle étape? J'ai choisi mon espèce. J'ai installé mon infrastructure. Vous avez apporté les alevins. Donc maintenant, ce qui suit, c'est l'ensemencement avec les bassins. Comment se fait l'ensemencement? C'est-à-dire, quels sont... je sais que j'ai payé mes alevins chez M. Suleiman. Je dois les mettre. Il m'a donné un rendez-vous du jeudi pour les récupérer. Je sais que je dois le faire le jeudi. Et quelles sont les précautions que je dois prendre et comment je dois faire l'ensemencement? Alors, je pense que M. Issouf Faye a l'évoqué dans l'autre question. Effectivement, il y a des choses à respecter. Par exemple, on ne transporte pas les poissons n'importe comment. Il y a des préalables vraiment à assurer. Il y a un temps qu'il faut vraiment en fait, respecter pour vraiment transporter ces poissons-là. C'est des alevins, ils sont fragiles. Ils ont besoin de beaucoup d'oxygène. Ils seront stressés. Donc, il faut veiller à ce que déjà le bac dans lequel on va les transporter, qu'il soit assez sombre pour pas qu'il soit vraiment en fait très stressé. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas trop de chaleur. Pour pas qu'on perde en fait ces alevins dans le transport. Il faut respecter également en fait la distance. Plus la distance est élevée, plus le risque est élevé également de les perdre. Maintenant, une fois sur place, il y a une façon aussi de les placer dans le milieu. Il faut déjà s'assurer que, par exemple, la température de l'eau est idéale, qu'elle correspond, par exemple, à la température de l'eau dans laquelle il se trouve. Dans la base. Voilà. Il ne faut pas les jeter. Il faut vraiment les verser tout doucement. Et en plus, il faut respecter la biomasse. Il ne faut pas introduire beaucoup de poissons dans un système qui ne peut pas les tourner ou en tout cas leur assurer leur survie. Voilà. Donc de là, tout ça rentre dans... Moi, je dirais que ça rentre dans la conduite de l'élevage. Ça rentre dans la conduite de l'élevage. Et
c'est pas n'importe quel poisson tout venant que vous avez pu jeter dans votre bassin. Oui. Parce qu'ils sont à l'hiver. À un certain moment, ils seront poissons de 30 grammes comme ça. Là, vous arrêtez pour contrôler le mâle, surtout le cas d'espèce de tilapia. Vous contrôlez le mâle que vous allez à part et la femelle aussi. Là, déjà, on est rentré, on a eu. On a choisi l'espèce, on a fait l'étude du marché, on a fait les infrastructures, on a empoisonné. Là, on est dans la conduite de l'élevage. Donc, comme vous le disiez, à partir d'un certain moment, à partir de 30 grammes, comme vous le disiez, on arrive à sexer déjà les poissons. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire alors? Voilà, c'est bien. Parce que vous avez un fil de lance que vous ne pouvez pas distinguer le mâle et la femelle. Tout à fait. Là, et maintenant, c'est pour cela nous, dans notre structure, on est en train de développer petit à petit des gens, comme c'est toute une série filiale, une chaîne, il y a plusieurs acteurs. On peut voir que M. Suleiman, lui, il fait seulement du pré-grossissement. Ok. Ah, il y a des gens spécialement. Oui, on est en train de former des gens qui font les poules. Donc, pour les poules, voilà. Des poissons. Merci. Déjà, un certain nombre de tailles pour l'engraissement. Parce que quand c'est le man qui commence le premier mois, c'est vraiment fastidieux. Tout à fait. Pour commencer de la naissance, de l'éclosion, l'écologie, vous pouvez dire que vous avez besoin de nous, alors il n'y a pas de problème. Il va venir. Est-il fait pour livrer à M. Suleiman les villes et autres là? Donc se prépare, il dit, les gaz, son oxygène, tout, c'est ok, il prend, il amène. Mais Suleiman, je veux voir ces vieux-là gagner rapidement. C'est ça qui fait aussi la valeur de la pluriacteur dans le... Voilà, c'est ce qu'on a. Vous avez une chaîne avec des acteurs diversifiés. Voilà, santé à l'aide de votre là. Et même dans les gens qui font les étangs aussi, le bassin, on a des gens qu'on a eu à consulter des ingénieurs en bâtiment et autres là, parce qu'il nous faut une bonne plateforme pour éviter la pénétration de l'eau et autres là. On a besoin de ce truc là. C'est vraiment un truc qu'il faut suivre sérieusement. C'est vraiment un secteur dynamique. Vous parlez de certaines technologies, mais je pense qu'il est important aussi d'expliquer. Par exemple, vous parlez d'oxygène, vous parlez de comment ça se fait au niveau des bassins. Alors, c'est quel genre de matériel, parce qu'on a parlé d'équipement. Je pense qu'il est important aussi qu'on parle des matériaux qui sont là autour souvent de Là, pour introduire, on va entrer dans la partie vraiment connue de l'élevage, comme vous l'avez dit. À partir d'un certain âge, ou bien d'un certain poids, 30 grammes, vous faites le sexage. Voilà, le sexage, il faut un matériel de contrôle. 1 kilo pour prouver le nombre de kilos. Que chaque mois, normalement, c'est ça la conduite que je dis, chaque mois il faut contrôler pour augmenter la ratio de ces poissons, de l'alimentation. Aujourd'hui, vous donnez par exemple 2 bobelets pendant 1 mois. Ils ont grandi après la pêche de contrôle. Vous avez vu qu'ils sont en train de grandir. Vous devez augmenter la ratio. Plus vous grandissez, vous avez besoin, ça monte et autres. D'énergie. Et là même, partant de cela même, avec vous pouvez créer votre propre outil de contrôle. Si réellement votre gardien est en train de, votre surveillant terrain est en train de donner l'alimentation, vous verrez, même s'il est en train de cocher, vous pouvez vous donner une coche, dit que lundi, 11h j'ai donné, mardi, 16h, 13h j'ai donné, 17h j'ai donné. Une coche, il n'a pas donné, et autres là. Le jour du contrôle, vous allez le remarquer. Sur le poids du poisson. Sur le poids du poisson. Ça, c'est plus facile à dire. Contrôler le poisson, ça existe déjà. Ça existe. C'est combien par exemple? Si j'ai un poisson qui fait 30 grammes, combien je lui donne? Ça dépend de la biomasse que vous avez. Vous pouvez avoir un truc
un terrain vous avez, dans votre bassin, vous avez quelque chose de 300 poissons. Donc vous pouvez prendre les petits guévérés là, on peut dire qu'ils sont de 75 ou bien 100 la contenance pour donner. Parce que surtout, quel genre d'aliments il faut donner aussi. Il y a les granulés aussi qu'il faut donner. Des aliments, surtout les tilapias, ils aiment venir grignoter, repartir. Ils aiment venir grignoter et autres, là, les aliments flottants et autres. Par contre, pour la souris, il y a beaucoup de comptes parce que lui, c'est un carnivore, quel que soit le truc. Chaque fois que le poisson grandit, il y a aussi le yard de diamètre qu'il faut augmenter au poisson là. Effectivement, le choix de l'alimentation est très très important, en tout cas en pisciculture. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que l'alimentation, dans les facteurs en tout cas de production en pisciculture, représente entre 60 à 70% de production. C'est dire que l'alimentation est vraiment en fait l'axe principal de la pisciculture. Comment choisir son alimentation? C'est justement en fonction de l'espèce. Parce que chaque espèce a une alimentation bien déterminée qui correspond à ses besoins nutritionnels. Maintenant, cette alimentation-là, aujourd'hui, avec l'évolution en tout cas de la pisciculture, on préfère donner une alimentation qu'on dit flottante. Flottante, pourquoi? Parce que ça nous permet déjà de pouvoir contrôler, de constater le niveau de consommation. De consommation justement de cette alimentation-là. Et la vie de ces poissons. Voilà. Ça Et aussi, éviter également l'intoxication de l'eau, en tout cas avec à partir de ces aliments-là. cet aliment-là qui est non digéré. Autre chose, c'est également améliorer en tout cas la ration. Donc en fonction du constat qu'on a fait. Déjà visuellement. Maintenant pour la ration. Donc pour ne pas vous interrompre, si je comprends bien, pour vraiment contrôler le ratio, c'est-à-dire plus vous donner, quand c'est un aliment flottant, quand c'est consommé, vous le constatez. Donc quand c'est pas consommé, vous réduisez le ratio. Exactement. Voilà. Maintenant, pour ce qui est du ratio, il y a effectivement une grille qui est fonction justement du poids moyen qu'on a au niveau de notre infrastructure. On prend un exemple. Par exemple, vous dites tout à l'heure un poisson de 30 grammes. Il se trouve dans une grille que nous appelons en tout cas 15 à 50 grammes. Dans ce grille-là, qu'est-ce qu'on fait? On préfère en tout cas donner 5% de la biomasse par jour du poisson. C'est dire, par exemple, 30 grammes, c'est que chaque poisson qui a ce poids-là doit recevoir 5% de son poids par jour en aliment. Chaque poisson. À des heures aussi bien précises. Voilà, c'est d'ailleurs la question que j'aimerais poser. Et à des heures bien précises. Stratégie précise pour la distribution de ça. Absolument. Est-ce qu'il faut la donner la nuit, le jour, ou bien une seule fois, 4 fois? Alors, il y a plusieurs écoles, mais la majeure partie des gens sont partis sur 2 à 3 fois par jour. Alors, très tôt le matin, un peu vers 11h et un peu vers 16h. On évite d'alimenter tard le soir parce que tout simplement, le poisson a besoin justement du rayonnement solaire pour pouvoir digérer toute cette alimentation-là. Et ça nous permet également que le lendemain, très tôt le matin, dès qu'on donne de l'alimentation, le poisson va le consommer. Effectivement, parce qu'il a eu faim. Il va plus, disons, exprimer le besoin. Non, plutôt en fait, cette alimentation qu'on lui donne. Autre chose qu'il faut prendre en compte aussi, c'est l'indice de conversion de l'aliment. Sur chaque, par exemple, sur l'aliment artificiel, qui est très souvent importé, il y a ce qu'on appelle indice de conversion. L'indice de conversion, c'est tout simplement en fait un ratio entre l'alimentation nourrie et l'expression de cette alimentation-là au niveau de ce niveau du sujet. Au niveau du sujet. Généralement, ça tourne autour de 1 à 1,2 pour ce qui est vraiment de l'aliment artificiel, industriel importé. On tourne autour de 1 kg à 1,2 kg pour 1 kg de chair produite. C'est-à-dire pour avoir 1 kg de poisson,
il me faut alimenter ce poisson-là avec 1 kg d'alimentation ou bien 1,2 kg d'alimentation. Ok. Donc, merci beaucoup. Donc, pour revenir aux étapes, donc on a vu comment démarrer le projet, les étapes du choix de l'espèce. Là, on est au niveau de la conduite de l'élevage. Maintenant, avant de parvenir à la partie commercialisation, quand est-ce que je dois décider si mes poissons là, ils ont l'âge ou bien ils ont le poids favorable pour être sur le marché? Tes outils vont te le dire. Les outils que tu as mis en place et la durée de la prise en charge de ce poisson-là va de combien du temps qu'il faut mettre ce poisson-là en vente. Le poisson si je comprends, si... Et vous savez que j'ai pris le poisson depuis à l'hiver. Ou bien j'ai pris le poisson avec quelqu'un qui a fait le pré-grossissement de 40 grammes ou bien 50 grammes. Je vais le mettre dans mes états. Je sais qu'arriver à 450 à 500 grammes, par kilogramme, je peux vendre ça. Là, je commence déjà, je prépare ça. Donc, si je comprends bien, l'éleveur fixe sa sortie en fonction du poids. Alors, pas seulement, mais c'est surtout en fonction du marché. Ouais. C'est le marché qui commande. Ouais. Effectivement. Aujourd'hui, je prends un exemple, j'ai des acheteurs qui me demandent un certain calibre de poisson. Oui. Par exemple 500 grammes. Je fais ma programmation de telle sorte à atteindre les 500 grammes au bout de tel moment. Parce que déjà, on dit un bon pisciculteur, c'est quelqu'un qui vend ses poissons avant même de les produire. Et c'est à ça que doit nous servir en fait cette étude de marché-là qu'on a fait. Effectivement. Une fois faite, et qu'on connaît les besoins de nos clients, on s'arrange de telle sorte à répondre à ces besoins-là. Ou sinon, on cherche en tout cas d'autres cibles, justement. Parce que oui, les poissons peuvent être vendus par exemple à 300 grammes, à 500 grammes, à 1 kilo. Tout dépend vraiment du marché. Bon, parlant du marché, comme vous le savez, le marché est l'un des facteurs les plus délicats en production agricole, que ce soit le maraîchage, l'agriculture ou bien la pisciculture. Quelles sont vos stratégies pour mieux vendre? Parce que il ne suffit pas que de produire, il faut vendre. Le mettre sur le marché. Et surtout, on fait la situation un peu du marché du poisson au Niger. Vous avez d'abord le poisson congelé qui rentre à travers les conteneurs. Vous avez également les poissons du fleuve qui nous viennent, soit du Nigeria ou parfois du Mali. C'est du Mali le plus souvent. Voilà. Donc, comment est-ce que vous arrivez à implanter votre stratégie qui va vous permettre vraiment de faire face à... Certains de nos pisciculteurs approchés par rapport à une feuille de route qu'on a bien exprimée, qui va expliquer, souvent ils disent qu'ils ont plus de demandes que même d'offres. Quoi? C'est fait de bouche à oreille. De bouche à oreille. C'est un truc vraiment au sein même de la famille. Au sein même de la famille, monsieur peut commander la production. Souvent, il fait même dire que maintenant, dans un mois, j'ai besoin de au moins 25 kilos. Parce que moi, ce que j'ai prévu de vendre, j'ai dépassé, vraiment, j'ai plus de commandes. Donc, vraiment, il faut m'amener autre là. Parce que souvent aussi, d'autres s'adressent directement sur le site. Ils viennent, certaines fois, viennent sur le site et autres là. C'est ça l'impact aussi social de l'activité. C'est un impact aussi majeur. Ça sert les liens. Ça sert des liens. Et lui, maintenant, tantôt j'ai parlé qu'il faut que ça soit approche des habitations. C'est bien cela, ils vont à un certain moment. Moi qui viens, et autres là, vous savez, je viens payer le kilo à 2250 ou même 2500. Le gars qui est à côté de moi, il y aura certains avantages. Effectivement. Donc, en résumé, c'est qu'il y a de l'argent à se faire dans la C'est une activité génératrice de revenus. Si j'investis,
je suis sûr de gagner. Certain. Si tu suis bien sûr, En suivant très bien. Voilà la feuille de route. Il faut bien suivre la feuille de route. Voilà. Parce que les poissons frais, les personnes les aiment, les poissons fumés, séchés, la transformation et autres là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nos frères, de nos grands frères, ils sont atteints de la goutte, c'est le fait de manger. Il va une fois quelqu'un qu'on va dire de ne pas consommer du poisson. Vous avez vu ça une seule fois? Non. Que ce soit le poisson fumé, que ce soit frais d'abord, fumé, c'est tout ça, les gens se laissent. C'est ça là. C'est vraiment cette activité. C'est autre activité. Il y a toute une chaîne de transformation qui peut se créer autour de cette filière. Ça va permettre de créer des emplois, ça va permettre il y a la création de valeur ajoutée même du produit fini. Voilà. Moi, je partirai de mon expérience pour répondre à cette question-là. Oui. La première fois que j'ai fait la production, j'étais parti sur une vente en fait en gros. Parce que j'étais parti du principe que moi je suis producteur, je ne dois pas m'occuper de la commercialisation. Par la suite, je ne m'en sortais pas en tout cas avec ça. Parce que tout simplement, parce qu'on le sait, les grossistes ne sont pas aussi des bons acteurs des chaînes de valeur. Ils essaient de maximiser le profit à leur avantage. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à partir de là? On a préféré vraiment mettre en place une poissonnerie. Une poissonnerie où on vend du poisson frais. Et également, à côté, on a pensé aussi à la transformation. Aujourd'hui, quand je produis mes poissons, j'ai la possibilité de les stocker au niveau de ma poissonnerie ou alors de les transformer en poissons fumés que je vends en tout cas à ma guise. Là, je suis plus contraint en tout cas par le temps de t'en débarrasser facilement. Justement, carrément de les bazarder. Ah oui. Parce que souvent, malheureusement, c'est ce qui se passe. Par manque d'expérience, les gens ne vendent pas ces poissons-là avant de les récolter. Alors, c'est ce qu'il faut faire. Effectivement. Il faut le vendre avant de le récolter. Le grossiste qui te voit avec du poisson, il sait que c'est un produit très périssable. Ah oui. Il sait que tu ne peux pas le garder pendant le mois. Donc, il va t'imposer un prix. À moins que vous ayez déjà une convention ou bien un accord au préalable, que voilà, à telle période, je vends mes poissons. Naturellement, il a vu ces poissons-là parce qu'il a eu un échantillon et que vous êtes convenu d'un prix qui vous arrange tous les deux. Et voilà. Maintenant, l'autre partie, c'est qu'il y a effectivement des gens qui vendent directement au niveau de la ferme. Mais est-ce qu'on peut vendre des grosses quantités à la ferme? À la ferme, effectivement. On suppose quelqu'un qui fait par exemple une production de 10 tonnes dans un seul bassin. Le fait de les pêcher et de les remettre, de les repêcher, de les remettre, en fait, ça peut constituer aussi un autre facteur de risque, en tout cas pour perdre certains pourcents au niveau en tout cas de son exploitation. C'est mieux en fait de faire une seule récolte au niveau de ce bassin-là. Maintenant, c'est à nous d'organiser. Est-ce que toute cette production-là va aller directement au niveau soit des grossistes, ou alors au niveau de notre en tout cas lieu de commercialisation, une boutique si on en a, ou alors vendre ça avec des marieurs, les marieurs surtout, parce que c'est souvent des femmes qui viennent, comme il a eu à dire, c'est des femmes qui se déplacent pour aller jusqu'à la ferme pour prendre ces poissons-là. Et même ça, on peut très bien s'en sortir. Maintenant, tout dépend vraiment en fait de l'intensité de son exploitation et de la quantité du poisson qui sort de cette exploitation. Plus on en a une exploitation qui est extensive, vraiment intensif. Voilà, intensif, dynamique, et autres là. On peut facilement le couler bouche à oreille. Voilà quoi. La l'origine aussi, au truc. Quand on part sur une exploitation grande, consistante, on est obligé de faire appel à des revendeurs, à des grossistes, ou bien à mettre en place soit une chambre froide ou alors un système d'exploitation. Un système en tout cas de conservation. Voilà. Ça, c'est pour ce qui est vraiment de la commercialisation. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, à l'état actuel, au Niger, nous avons une demande qui est beaucoup plus grande
que l'offre. Donc, il suffit juste de produire et d'avoir un bon système. Explorer le marché pour pouvoir écouler plus Parce qu'il facilement. ne suffit pas uniquement de produire pour commercialiser, il faut savoir à qui s'adresser. Tout à fait. Et je vous montrerai un peu par rapport à ça, par rapport à la prise en charge des clients aussi. Vous savez que c'est une alimentation qu'on a. Il ne faut pas qu'il y ait le choix de la qualité. Donc vraiment, il ne faut pas que la base soit mauvaise. Il faut mettre, avant de mettre ça sur le marché, il faut le mettre d'abord en jachère d'abord. Au moins 24 heures, il ne faut pas le donner à manger. Il ne faut pas le donner à manger. Le poisson est beaucoup plus... Tout à fait. Ok. Ça c'est des astuces. Pas seulement parce que c'est des astuces. en le mettant en jeûne, on évite justement une fois pêché qu'il y ait beaucoup d'extrêmement, en tout cas. Tout à fait. Au niveau du village. Maintenant, est-ce qu'un pisciculteur a intérêt à perdre quelques grammes? Voilà, pour ça, c'est l'action qui fait ce produit. C'est le client aussi. Il a toujours, il sait le bassin qu'il faut pêcher, vendre d'abord. Il sait que le bassin, il peut nommer ce bassin Une année, 2 sauts, ou bien carrément, sur le mois de 1, 2, 3, 4, il sait que dans le mois d'août, Il va pêcher tel bassin et tel bassin. Il fait son calendrier. Il y a un calendrier. Et avec un deadline bien précis que vous allez mettre en valeur par rapport au truc. Et c'est pour cela qu'il faut une élue sur l'activité. Mais il faut mettre en place un système qui nous permet vraiment de suivre cette activité. Un système de contrôle avec des fiches, des registres qui vont nous permettre de suivre tous les paramètres de cette exploitation-là. Par exemple, il a parlé tout à l'heure de pêche de contrôle, parce que c'est cette pêche de contrôle-là qui va nous permettre, en tout cas, de maximiser notre action en fonction justement du... Pour éviter de blesser. Justement, aussi les maladies. Voilà. Donc, pour revenir vraiment au sujet, qui dit activité agricole dit difficulté. Ça, c'est un paramètre à prendre en compte, quelle que soit l'activité agricole que vous allez mener, surtout dans le contexte où nous vivons. Selon vous, quelles sont vraiment les principales difficultés auxquelles font face les pisciculteurs au Niger? Et on fait face à certains intermédiaires, franchement. C'est-à-dire les intermédiaires dans la commercialisation. C'est un problème. C'est un problème. Oui, ça, ils sont des virus dans presque toutes les chaînes de valeur. Voilà. Le poisson, l'agriculture maraîchère, je viens de dire. Voilà. Les grossistes sont des acteurs qui sont en train de casser les chaînes de valeur. Je suis d'accord. Ils se font le maximum de bénéfices sur les chaînes de valeur. Alors que l'acteur le plus qui doit jouer sur la chaîne de valeur, c'est le producteur. C'est le producteur. Si le producteur est à l'aise, il fait un budget prévisionnel. Si le producteur est à l'aise, son activité est rentable, la chaîne va durer. Le grossiste, il est là aujourd'hui, demain, si ça ne va pas, il bouge. Donc il faut vraiment que nous jouions sur ça de manière à N'oublions pas aussi que pour moi, effectivement, c'est des acteurs qui sont assez stratégiques. Mais n'oublions pas quelque chose. Moi, je travaille avec les grossistes. Et l'une des plus grosses difficultés, c'est que le grossiste, il assume tous les risques. Aujourd'hui, je te prends un exemple sur le domaine maraîcher. Moi, en tant que producteur maraîcher, j'amène ma tomate au grossiste. Il faut qu'on revienne sur la pisciculture. La pisciculture, je le prends et je l'amène au niveau du grossiste. Maintenant, la suite, c'est que Bello est en train de dire, la chaîne du fouloir, l'investissement pour chercher le marché, en cas de non-vente, en cas de problème, c'est le grossiste qui subit tout ce risque. Effectivement, les grossistes font en sorte vraiment de minimiser ce risque au maximum. C'est pour ça que souvent, ils donnent des prix dérisoires aux producteurs. Et c'est comme l'a dit Bello. À chacun, moi aujourd'hui, je produis dans ma ferme, mais je ne m'adresse pas aux grossistes parce que j'ai créé un marché alternatif. Voilà. Mais par exemple, quelqu'un qui va produire, je te prends exemple, 50 tonnes de poissons,
il ne peut pas l'écouler lui-même. Absolument. Il est obligé de peut-être travailler avec les grossistes et créer d'autres systèmes alternatifs qui lui permettent quand même de pouvoir avoir certaines marges. Mais les grossistes, tu as parfaitement raison. Ça, tu prends le cas des grossistes sérieux. Mais au Niger, je te parle de la majorité des grossistes. Ils sont des qui te disent, quand même, tu sais, ils dévalorisent souvent même. C'est le cas. Ils dévalorisent souvent même. Excusez-moi, on va parler à l'angle. Il dit Asibori. Voilà. Toi, tu sais à quel point tu as fait ta production. Il va t'acheter ça en dessous de ta production, mais c'est pas possible. Et moi, dans ce cas, je préfère aller voir mon ami de la même chaîne. Il me dit que bon, écoute, je commence ma vente à 9h. Fini ou pas fini à partir de 14h. Je vais amener, tu me cherches ça, fais-moi un poisson fini. Et voilà, tout est bon, et autres là. Parce qu'il nous faut une sensibilisation de ces gens-là. Effectivement. Il nous faut vraiment les sensibiliser. Ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux et autres là. Et j'ai vu actuellement des gens, ils sont là, les marins, ils ont même tout. Mais ils ont souvent ce problème-là, même avec les pêcheurs. Ouais. Même avec les pêcheurs, ils ont ce problème-là. Et autres. Donc, pour ne pas perdre le fil, on a en plus de cette difficulté. Alors, c'est vrai, il y a ce problème-là de grossiste, mais c'est parce que il y a une problématique qui est là. Aujourd'hui au Niger, on ne fait pas la distinction entre un poisson de pêche et un poisson de pisciculture. Vous partez sur le marché, il n'y a aucun marché qui est spécialisé dans le poisson de pisciculture. Et il y a même en fait certaines croyances qui veulent que le poisson de pisciculture soit moins attractif, de moindre qualité, à la limite cause des problèmes de santé par rapport au poisson de pêche. Or, c'est tout le contraire qu'il a. C'est le même poisson. Aujourd'hui, c'est un poisson qui est issu de la pêche, dans une eau que vous ne connaissez absolument pas la qualité. La qualité. Donc, on ne peut jamais en fait être sûr de cette de la provenance de ce poisson. Autre chose, le poisson de pisciculture aujourd'hui, il arrive frais. Parce que généralement, il est produit juste à côté du marché, juste à côté de la ville. Aujourd'hui, vous avez des poissons qui sont issus de la pêche, qui viennent d'autres pays, centaines de kilomètres sur la chaîne. Effectivement. Donc, partant de cet état de fait-là, nous avons, nous, pisciculteurs, intérêt à créer un marché spécialement pour les pisciculteurs. Et à communiquer justement par rapport à ça, pour en fait valoriser ce poisson-là et faire en fait comprendre aux gens que ce poisson-là est de meilleure qualité que les poissons issus de la pêche. Voilà. Alors, ça c'est vrai, c'est une parenthèse. Maintenant, pour ce qui est vraiment des difficultés que rencontre le pisciculteur, lui, en voulant se lancer aujourd'hui dans la pisciculture, moi je dirais déjà le manque de disponibilité, en tout cas des éleveurs de qualité, en tout cas au moment voulu. Tout à l'heure, on avait évoqué que pour produire un éleveur, dans les vignobles, en fait, ne produit pas l'éleveur et attend le pisciculteur. Généralement, il produit en fonction de sa commande que lui, il a. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est que les pisciculteurs se lèvent un beau jour. Ils disent, je veux les éleveurs. Je veux une quantité importante d'éleveurs. Je veux 20 000 éleveurs. Je veux 10 000 éleveurs. Et je les veux dans une semaine. Or, pour produire un éleveur, il faut minimum un mois. Donc, c'est une programmation qu'il faut faire, lancer une commande et laisser le temps, en tout cas aux spécialistes de l'alevinage, de faire ces éleveurs-là pour les fournir de bonne qualité. Parce qu'une fois de plus, ce n'est pas tout petit poisson qui est éleveur en réalité. Il y a des poissons qui sont pas, qui grandissent pas. On peut très bien en fait trouver des petits poissons, mais malheureusement, ce n'est pas des éleveurs qui ont un mois. C'est des vieux petits. C'est des poissons qui ont des poissons adultes. Parce que vous prenez ces poissons-là, vous les introduisez dans votre système, ils ne vont jamais grandir. Ça, c'est important. D'où l'importance de vraiment en fait commander
des souches qui sont performantes au niveau d'un alévineur qui est bien spécialisé. Et qui ne sont pas fatigués. Voilà. Qui ne sont pas fatigués aussi. Donc aujourd'hui, parce que vous ne pouvez pas, quelque chose qui est, comme il l'a dit, vous ne pouvez pas booster quelque chose qui est la souche est fatiguée. Donc, ce problème-là, déjà, dans les villages, il faut vraiment que les psychiculteurs se mettent en tête qu'aujourd'hui, si je veux faire de la psychiculture, je dois en fait me mettre dans une position d'entrepreneur. Donc, tout programmer à l'avance et pas se lever du jour au lendemain et dire que je vais terminer une formation. Voilà. Ouais. Donc, en plus de ces... Parce qu'on ne peut pas les avoir comme ça. L'alvineur ne se lève pas un matin et dit que je veux faire la reproduction et attendre. Et attendre jusqu'à ce que le psychiatre vienne. Quand je fais ma reproduction, c'est dans l'intérêt, en tout cas dans un mois et demi, de les écouler. Parce qu'à partir d'un certain poids, ils ne deviennent plus des alevins. Il faut les élever. D'abord, vous avez des lames qui vont devenir des alevins. Il faut les nourrir aussi. Tout à fait. Tout à fait. Quand vous n'arrivez pas à écouler les alevins, il va falloir... Voilà, vous risquez vous risquez de tomber... C'est deux difficultés. Il y a quoi aussi? Il y a l'alimentation. Aujourd'hui, comme tout à l'heure, quand je disais, l'alimentation constitue 60 à 70% de réussite. production. Cette alimentation-là, elle est chère. Elle est chère parce que tout simplement, elle est importée. Elle n'est pas produite localement, excuse-moi. Alors, moi je pensais que nous n'avons malheureusement pas d'usine, je dirais, usine vraiment moderne de production d'aliments. Nous avons des petits producteurs qui ont des petites machines qui produisent des aliments, en tout cas pour leur propre consommation. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas. Nous n'avons eu dans le passé une usine qui aujourd'hui n'est plus, par exemple, d'actualité. Parce qu'elle produit justement. Pour le projet Adala, je pense. Justement, l'usine de la Carpada, qui produit un aliment qui aujourd'hui n'est plus consommé, en tout cas au niveau de la pisciculture, ou bien ne répond plus aux besoins de la pisciculture en système intensif. Voilà. Ce qui, en fait, amène les acteurs, en tout cas les fournisseurs d'entrée, à aller vers l'importation, à nous amener l'aliment importé. Cet aliment-là, il est vraiment très cher parce qu'il est importé, parce qu'il y a toute cette chaîne-là à voir, c'est des coûts en plus. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment, en fait, je dirais, l'une des plus grosses difficultés de la pisciculture ou bien du pisciculteur ici. Il va falloir qu'on trouve, en tout cas, un système, soit de produire soi-même son alimentation avec tous les risques que ça comporte, parce que c'est pas, tout le monde n'est pas producteur d'aliments. Tout à fait. Une alimentation, c'est une spécialité. C'est une spécialité, c'est toute une étude scientifique qu'il faut faire. Voilà. Donc, qu'on ait vraiment un spécialiste au Niger qui va produire une alimentation peut-être moins chère que l'aliment importé. Bon, moi je dirais que sur ce point-là, au niveau de l'alimentation, il y a bien et bien des usines, et Dieu merci, la FAO a eu à nous doter aussi d'une machine extraordinaire d'aliments flottants de dernière génération, et qui présentement se trouve au port de pêche de Gamkale. On a même certains moments de l'urgence de se manifester avec un cahier de charge qu'on va devoir mettre en œuvre. Les gens, bon, c'est vrai, souvent il y a certains matériels de première nécessité qu'on a besoin pour faire parce qu'il y a bien un cahier qu'il faut, des paramètres qu'il faut respecter pour mélanger et autres là. Parce que c'est l'alimentation. Il nous faut beaucoup de protéines et autres là qu'il faut. On n'a pas souvent ça. Parce que qui dit usine, a besoin d'un entrepreneur, un coulissage et autres là. Tous ces facteurs-là, quand la personne s'assure bien il risque d'être confronté à ce truc-là, il est un peu réticent par rapport à ça. Il préfère qu'on lui donne ça, il va travailler et or, cette machine-là, elle est au nom des pisciculteurs nigériens qui sont là. Ouais, ça se trouve, elle est de dernière génération au port de pêche de Gamkale. Voilà, donc malheureusement, c'est vrai, il y a cette machine-là qui est disponible, mais elle n'est pas fonctionnelle pour le moment.
Donc le problème de l'alimentation reste toujours. Tout à fait. Parce que oui, on a une machine qui est là, mais jusqu'à ce qu'on puisse vraiment trouver quelqu'un qui va justement Mettre ça en œuvre. mettre ça en activité, le problème reste posé. Voilà. Non, c'est des contraintes administratives. Effectivement. C'est des contraintes administratives, ça. Tout ça est lié à ça. Oui, parce qu'il y a des porteurs de tenue là-bas, ils ne veulent pas. Je préfère voir ça en bas. Monsieur le promoteur de Soctra et coordinateur également de AFPA, AJFPA, n'est-ce pas? AJFPA, quel sera votre mot, votre dernier mot? Alors, AJFPA, c'est l'association des jeunes aquaculteurs et des jeunes acteurs de la filière pêche et aquaculture. Et nous travaillons en tout cas en association avec des jeunes. Étant jeune moi-même, un peu vers l'extrême. Vraiment, nous, notre engagement, c'est vraiment en fait amener les jeunes à s'intéresser de plus en plus à cette activité-là. Aujourd'hui, on n'est plus, en tout cas, de cette conception-là qu'on avait avant. Pour faire la pisciculture, comme je l'ai eu à le dire, qu'il faut par exemple un terrain d'1 hectare, de 2 hectares, de plusieurs hectares. Donc on peut bien en fait chez soi, rester chez soi et faire la pisciculture. Et moi, vraiment, j'aimerais attirer l'attention des jeunes à s'intéresser de plus en plus à cette technique-là de production qu'ils peuvent faire vraiment avec un petit budget et chez eux. Voilà. Merci, Monsieur Bello. Monsieur Youssouf Moro. Oui, bon, moi, c'est Étant expérimenté dans le secteur de la pisciculture, quel sera votre mot de clôture? ce que je dirais par rapport à c'est vraiment que les gens se cassent le mythe là, dire qu'il faut vraiment être vraiment un pêcheur de chouche, pisciculteur. D'abord, moi je suis de la région de Dosso, j'ai pas le fleuve. Voilà. Pourtant, donc de casser ce mythe là. Et c'est vraiment une activité génératrice de revenus. Donc, je vraiment, tout le monde peut se retrouver un revenu, des emplois aussi. Parce que vous voulez que vous ne voulez pas, vous êtes obligé, comme vous avez une ferme piscicole, d'utiliser au moins 5 à 6 personnes. Voilà, c'est vraiment grand. Cher ami Suleiman, quel sera ton mot de clôture? Mon mot de clôture va à l'endroit des promoteurs agricoles, qu'ils soient jeunes ou âgés, vraiment de les exhorter et à aller se former et aller chercher l'information. Et nous, au niveau du RECA, on a le centre SIAPA qui vraiment est là uniquement dédié pour fournir de l'information, que ce soit aux pisciculteurs ou aux autres promoteurs agricoles. Vraiment, je les exhorte à aller chercher l'information. Et je remercie aussi nos intervenants qui sont passés le plus souvent chez nous, peut-être au tout début de leur activité. Parce que l'idée pour nous, c'est vraiment d'avoir un secteur piscicole qui puisse apporter sa pierre à l'édifice de la souveraineté alimentaire au Niger. Merci, monsieur Suleiman. Bello, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, effectivement. On a de plus en plus de producteurs aujourd'hui qui s'investissent en tout cas dans la pisciculture, mais de manière isolée. Moi, j'aimerais aussi également appeler ces gens-là vraiment de rejoindre, disons, les associations qui sont déjà existantes pour vraiment en fait bénéficier de ce levier-là qu'on a en se regroupant, d'aller vers vraiment une production beaucoup plus importante et d'être beaucoup plus visible sur le marché national. Aujourd'hui, Dieu merci, on a de plus en plus d'associations. On est présentement avec M. Youssouf en train de recenser les associations et les acteurs qui sont en tout cas au niveau de la pisciculture pour essayer en tout cas de les organiser autour d'une fédération plus grande, harmonieuse. Effectivement, pour vraiment aller vers cet idéal-là que nous avons aujourd'hui de faire rayonner en tout cas la pisciculture nigérienne. Merci, M. Bello. Chers téléspectateurs, vous avez suivi avec nous ce débat très enrichissant. Je tiens à remercier au nom de toute mon équipe, M. Bello, M. Youssouf et M. Omar du RECA,
qui ont accepté de partager avec nous vraiment toute leur expérience autour de cette activité. Je pense que cette émission, ou bien cet entretien-là, ça va cultiver l'envie de se lancer dans la pisciculture de beaucoup de personnes, une activité qui est très rentable, qui est très noble, qui permet, c'est-à-dire d'apporter de la valeur ajoutée à l'économie nationale. Aujourd'hui, nous importons beaucoup de produits piscicoles à travers d'autres pays. C'est des coûts, les frais sont des coûts, le budget qui est mis, la consommation, c'est des milliards qui sont consommés. Si toute cette somme-là est introduite, elle est investie dans cette activité au Niger, on peut s'en sortir. La pisciculture fait partie des activités qui se différencient à l'agriculture, qui nécessitent certains paramètres du sol. La pisciculture, comme ils ont eu à le démontrer, en intensif, on peut vraiment s'accommoder, arranger, comme l'a eu à dire M. Bello, chez soi, vous pouvez lancer votre activité piscicole. Donc, à partir de votre maison, vous avez votre petit bac, vous pouvez l'expérimenter afin d'aller à une échelle plus grande. Donc, merci et à très bientôt. Merci.